Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Monsieur Georges Boussé-Falaï, bonjour. Bonjour Madame Jocelyne. Nous allons nous entretenir avec vous pendant 30 minutes sur des grandes questions que la population congolaise se pose. Alors, nous allons aborder des questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et enfin au social. Je suis Jocelyne Moussa-Oupondé, je suis avec mon collègue Guy Maté. Bonjour Guy. Bonjour Jocelyne. À toi la parole. Oui, et tout d'abord, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous briguez la magistrature suprême? Oui, je brigue la magistrature suprême parce que je sais, vous le savez sans doute, qu'il y a un problème qui concerne la majorité silencieuse au Congo. Il y en a une. Et elle couvre en fait toutes les couches de la société congolaise, depuis l'administration publique, l'armée, la police, et toute une série d'autres personnalités, peut-être d'autres personnes que l'on va toucher tout à l'heure. Et donc, j'ai posé ma candidature à la présidentielle parce que je voudrais, une fois élu président de la République, faire prévaloir, n'est-ce pas, les desiderata de cette majorité silencieuse congolaise qui est butée à des questions de survie auxquelles on ne trouve pas de solution. Je voudrais passer rapidement les questions sanitaires, les questions de l'éducation des enfants, les questions sécuritaires auxquelles elle a le droit d'être protégée par la police. C'est le rôle de la police, n'est-ce pas? De faire régner l'ordre public, de veiller à ce que l'État fonctionne normalement. Quand je vois parfois des personnes dans la ville de Kinshasa qui s'érigent le droit de se disputer avec les policiers au point de faire valoir plutôt le désordre que l'ordre public. Ces choses doivent être réglées, n'est-ce pas? Doivent être résolues très rapidement. Et alors, c'est pourquoi je suis donc le défenseur de la majorité silencieuse. Pensez seulement à nos compatriotes qui travaillent dans certaines entreprises avec des étrangers qui leur donnent des salaires ridicules. Mais ils sont là. Ils ne peuvent rien dire. Parce qu'au moins ça, ils ont ça comme moyen de vivre. Mais écoutez, c'est là il faut mettre fin à ces situations-là. Quand les fonctionnaires de l'État veulent réclamer leur salaire impayé, parfois depuis 8 mois, 9 mois, comment sont-ils traités? Ils ne savent pas à qui se vouer. Mais je suis ce candidat-là qui veut mettre fin à cette situation-là, c'est-à-dire tous les déshérités, tous les laissés pour compte. Je vais être leur porte-parole à la tête de l'État. Alors, vous dites que vous voulez que l'État fonctionne normalement. Pour cela, nous savons que l'État doit disposer des moyens. Nous savons aussi que la RDC est très souvent mal cotée sur le plan de la gouvernance. On peut prendre en exemple les rapports comme Doing Business, les rapports de Transparency International. Comment comptez-vous corriger cela une fois à la tête du pays? Bien, alors, je crois que sans peur d'être contredit par qui que ce soit, les bases même de gouvernance de l'État sont renversées. Donc il faut jeter les bases d'une nouvelle manière de gouverner. Et pour renverser, ça veut dire elles sont renversées, mais il faut maintenant reconstruire, remettre en état. Je voudrais trouver des termes qui conviennent le mieux. Il faut rebâtir sur les ruines. Ce sont des véritables ruines. Hein? Peut-être on ne le dit pas, mais moi je le dis. Il faut rebâtir sur des ruines et repartir à zéro. Donc il faut jeter les bases qui conviennent. Bon, vous avez parlé du social, je pense. Hein? Vous avez insisté sur le social. Le social, dans un pays, je voudrais prendre quelques exemples ici. Le social, c'est quoi? C'est faire vivre des systèmes d'éducation
normal. Ça fait partie du social. Spécialement pour les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Le social, c'est veiller à ce que les hôpitaux publics fonctionnent. Ça fonctionne pour quelques personnes qui envoient leurs enfants à l'étranger. Parce qu'ils ont les moyens, mais tout le monde n'a pas les moyens. Le social, c'est faire fonctionner comme à l'époque les foyers sociaux, aux frais de l'État. Autrement dit, je vois ici l'État social, qui ne peut fonctionner qu'avec une économie prospère. Donc c'est lié. L'économie prospère, bien sûr, par le biais de la politique de taxation des taxes. C'est lui qui doit alimenter cette caisse-là. Et nous savons tous que ça passe par la Banque centrale, la caisse de l'État. Donc, de la Banque centrale vers un système de couverture de ce que j'appelle les factures sociales, c'est là que je voudrais mettre tout mon poids. Et arrêter tous les coulages de l'argent de l'État qui vient de la Banque centrale. La destination doit être claire, connue, bien maîtrisée. Les revenus de la douane, leur circuit d'utilisation doit être clair. Nous devons mettre fin à des choses inacceptables. Des petits fonctionnaires de la banque, de la douane, qui construisent des immeubles. Il y a un silence. Il y a beaucoup d'argent qui entre. Mais où va cet argent-là? Dans des poches des individus qui se moquent pas mal des souffrances de ce peuple congolais. Et moi, je n'ai pas dit que je vais, n'est-ce pas, commencer à, comment dirais-je, à mettre ces personnes en prison. Quelque chose. Non. Mais c'est quoi la recette, justement? Bon, la recette, c'est premièrement contrôler le flux financier à partir de la Banque centrale, à partir des douanes, à partir des gérants, de tout ça, les contrôler et les mettre dans un circuit où on respecte la finalisation, où on respecte leur chute vers n'est-ce pas, des services ou des organisations qui permettent de les mettre au bon endroit. C'est-à-dire là où on en a besoin. C'est ça. Et je sais comment le faire, parce que j'en ai l'expérience. Voilà, parce que vous avez estimé qu'il faut rebâtir. Or, on sait que logiquement, on ne peut pas rebâtir sans penser à cette insécurité qui sévit dans la partie est du pays. Et nous avons une panoplie des groupes armés, on a une panoplie des milices qui sont toujours actifs, n'est-ce pas, dans cette partie du pays. Et il n'y a pas que ça. Ajouté à cela, il y a tous ces conflits interethniques dans la partie ouest, dans la partie est, en fait, dans presque toutes les provinces de la RDC. On sait qu'il y a eu des démarches qui ont été initiées, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, suffi pour ramener la paix. Et on peut rappeler ici le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Et si vous êtes élu, comment pensez-vous ramener la paix, non seulement dans la partie est, mais dans toutes les provinces qui connaissent, n'est-ce pas, l'insécurité due pas seulement aux groupes armés étrangers et locaux, mais aussi à ces conflits interethniques? Bien. Alors, conflit interethnique, c'est important. Je suis un rassembleur, je veux l'être. Rassembler les différentes ethnies autour d'un idéal de reconstruction d'un État uni, donc un pays uni. Vous savez, ce sont des préalables, donc mettre fin, n'est-ce pas, aux conflits à ce que j'appelle les problèmes interethniques, surtout tous les pays. L'intolérance ethnique. Vous êtes vous-même, pour vous couper, vous êtes vous-même ressortissant d'une province qui connaît, n'est-ce pas, les conflits entre les Mbola et les Lengola, la province orientale. Ah oui, je viens de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres ethnies, n'est-ce pas, qui entrent dans la danse. Comment vous comptez trouver des solutions à ces problèmes-là? Pour résoudre un problème, il faut aller à la cause. Si vous ne comprenez pas la cause, vous n'allez pas le résoudre. Alors, la cause nous amène très loin.
on dit souvent le Congo souffre parce qu'il est riche. On nous a longtemps appelé pays pauvre. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Si vous êtes assis sur des matières premières qui sont recherchées dans le monde entier, êtes-vous un pays pauvre? Non. Vous êtes un pays qui doit s'organiser, non pas comme un pays isolé, mais comme un pays qui vit au milieu d'autres nations qui ont été développées avant nous, qui ont des moyens financiers beaucoup plus importants, avec lesquels nous avons traité dans le cadre d'un commerce équitable. Mais je reviens maintenant à la question des conflits à l'Est. Les conflits à l'Est ont été importés chez nous à partir des conflits dans un pays voisin. Dans ces pays voisins, vous savez qu'il y a eu des conflits avec du sang, des conflits extra... Je ne peux même pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Les conflits entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda ont été exportés chez nous. Ils sont venus aggraver déjà des conflits latents. Parce que là où il y a la pauvreté, les gens se replient sur leurs ethnies. Mais là où il y a l'abondance, les gens se replient. Ce n'est plus le cas. J'ai eu la chance, moi, d'avoir passé un peu toutes les grandes périodes de ce pays. Je suis né au temps colonial, donc j'ai vu qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. J'ai étudié à Kisangani, et à l'époque, je n'ai jamais vécu, n'est-ce pas, une tension interethnique. Je n'ai jamais vécu ça. Les gens s'occupaient de leur famille, de leur maison, de leur santé. Et je ne connaissais pas ce conflit-là. Ce conflit a pris de l'ampleur au fur et à mesure que nous avons commencé à connaître une pauvreté. Quand on est pauvre, on se rabat sur les siens. Et quand on se rabat sur les siens, ça a des complications extraordinaires. Prenons les gens qui partent à la pension. Mais personne ne veut plus aller à la pension dans l'administration publique. Parce qu'aller à la pension égale aller à la mort. Si toutefois ils sont obligés, eh bien, qui va les supporter? En dehors d'un État social qui protège ceux qui doivent parler à la pension. Mais ce sont leurs petits-enfants. Et ces petits-enfants qui sont mal payés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont accepter la corruption. Donc la corruption est entrée dans un système social déséquilibré, auquel il est plus que temps de mettre fin. L'économie doit donner à l'État les moyens pour qu'il agisse comme un État régalien, qui fasse fonctionner l'armée, la police et l'administration publique de manière équitable et de manière correcte. Oui, parce que vous évoquez cette question de l'Est. L'actualité aujourd'hui, c'est la reprise des combats entre les FARDC d'un côté, les Wazalendo, et de l'autre, les M23 avec leur soutien, le Rwanda. On se rappelle qu'il y a deux processus d'ailleurs, celui de Nairobi et celui de Luanda, mais qui semblent avoir montré leurs limites. Et si vous êtes élu, ce serait quoi l'alternative que vous pourrez, n'est-ce pas, ou vous pourriez, n'est-ce pas, proposer face à cette question épineuse de l'Est? Bon, les processus de la paix, n'est-ce pas? Nous parlons maintenant des processus de paix, pour lesquels la MONUC a été... la MONUC à l'époque, la MONUSCO actuellement. La MONUSCO actuellement a la responsabilité de les faire respecter, d'en faire respecter l'application. Vous le savez, comme moi. Mais vous avez aussi noté que la population a tellement souffert de ces conflits qu'elle a même estimé que finalement le rôle de la MONUC, c'est quoi? De la MONUSCO, c'est quoi? Vous avez vu que les populations même sont allées jusqu'à demander que la MONUSCO parte alors. N'est-ce pas? Mais même si la population réagit ainsi, ça se comprend. Mais il faut aussi quand même remercier la MONUSCO pour un aspect positif. Elle a essayé, n'est-ce pas, de faire respecter la paix, mais il n'y est pas parvenu, vraiment comme on le souhaitait. Même des hélicoptères de la MONUSCO abattus, et la MONUSCO ne semble pas faire un signe qui puisse montrer à la population que non, oui, nous avons perdu un hélicoptère, mais nous sommes encore là jusqu'à ce que la paix soit établie. Mais à mon avis, il y a un problème très sérieux.
Et même le Parlement de la République a souhaité que la MONUSCO parte. Vous le savez, vous et moi. Et je suis d'accord avec le Parlement de la République, tout en reconnaissant le rôle de la communauté internationale qui a essayé de faire appliquer la paix. Bon, maintenant, c'est à nous de le faire. On ne peut pas le faire aussi longtemps que on n'a pas rétabli ce qui a été renversé. La démocratie, quel est son principe? La démocratie, son principe, c'est que le souverain primaire, écoutez, le souverain primaire est le véritable chef d'État, personne morale, qui mandate son pouvoir à un chef de l'État, personne physique. Et je rappelle ici le rôle d'un chef d'État, personne physique, mandaté par le chef de l'État, personne morale, qui est le souverain primaire. Son rôle, c'est de proclamer, ou il y a d'autres termes qui sont plus appropriés pour cela, c'est de rendre opérationnelles les lois fondamentales qu'il promulgue en tant que chef de l'État, personne physique, et qu'il exécute ou qu'il fait exécuter en tant que président de la République. Le chef de l'État et le président de la République sont deux facettes d'une même réalité politique. Voilà. Et concrètement, c'est-à-dire qu'il y a cette situation des guerres qui sévit dans la partie Est. Si aujourd'hui vous êtes élu à la tête de ces pays, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous renforcez les capacités de l'armée? Est-ce que vous réorganisez la diplomatie congolaise? Ou alors vous cherchez de nouveaux partenaires pour vous aider à ramener la paix dans cette partie du pays? Tout cela marche ensemble. Si vous ne connaissez pas l'origine des problèmes, vous ne pouvez pas les attaquer. La guerre à l'Est vient comment? Quelle est l'origine de la guerre à l'Est? C'est de l'extérieur du pays. Les multinationales, qui ne sont pas contrôlées par les opinions nationales de ces pays où ils sont. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, l'opinion publique voudrait voir cette question être réglée de manière pacifique. Et parfois n'est pas toujours d'accord avec les multinationales qui alimentent les guerres pour leur propre profit, qui pillent, n'est-ce pas, les richesses congolaises, dans lesquelles les Congos ne se retrouvent pas. Parce que nous avons les moyens, si on met fin à cette guerre-là, avec la pression des opinions publiques européennes ou américaines, etc., pour que les multinationales cessent de créer la confusion dans notre pays. Elles ne doivent pas avoir peur. J'entends donc avec les multinationales reprendre un dialogue sincère pour leur dire qu'ils doivent traiter avec nous dans des accords tout à fait acceptables. J'appelle ça le commerce équitable. Après tout, c'est nous les propriétaires des matières premières. Merci. C'est eux qui ont l'argent. Mais on doit se mettre ensemble autour d'une table pour dire, voilà, dans ce que nous allons faire, voici les principes de l'équité. Ce qui nous revient vient chez nous et nous les gérons sans plus jamais observer comme ça le coulage inacceptable n'est-ce pas, des ressources économiques qui doivent aider l'État à jouer son rôle régalien pour permettre à l'armée, à la police et à l'administration de fonctionner de manière optimale, efficace et efficiente, mais tout en disant, bon, vous qui avez investi, voici, vous avez eu votre retour. Merci, Jocelyne. Oui, donc tout est lié à l'économie, si on vous suit très bien. Absolument. Et la RDC dispose d'une grande variété des richesses. Vous l'avez dit, le pays est assis sur des minerais, des richesses que toute la planète envie. Sur le plan forestier, on a une richesse sur le plan hydrographique et même sur le plan démographique. Mais malheureusement, ce tableau est paradoxal
paradoxal aux réalités des vies de population, paradoxal même au développement économique du pays. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, en tant que candidat président, ou si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce qu'il faut pour que finalement cette richesse, cette diversité de cette richesse reflète aussi, où le niveau de vie, allais-je dire, les niveaux de vie des Congolais reflètent cette diversité de l'économie congolaise? Il faut, d'une part, renflouer les caisses de l'État de manière légale, c'est-à-dire à partir des taxes. Et quand ces caisses sont renflouées, il faut être très strict par rapport aux personnes qui se permettent de mettre dans leur poche pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille, alors qu'ils doivent penser par des lois justes et équitables répercuter ces richesses jusque dans les plus petits de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien sûr résoudre les problèmes des dettes, de l'endettement. Parce que le repaiement des dettes prive l'État d'un tant peu que ce soit. Quand vous payez une dette, vous ne mettez plus l'argent pour les besoins sociaux, pour les besoins dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut renégocier les dettes, ça c'est la communauté internationale, c'est le Banque mondiale, etc. Il faut renégocier les dettes et au besoin en obtenir l'annulation. Mais ils ne peuvent annuler les dettes que s'ils ont à faire face à un gouvernement qui fonctionne pour l'intérêt public, l'intérêt national, et qui est capable de respecter ses engagements. Par rapport donc aussi, n'est-ce pas, à la communauté internationale, respect des engagements pris pour payer les dettes ou obtenir au moins l'annulation de la moitié ou de la plus grande part. Je parle en connaissance des causes. Jusqu'à aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration des plantations et huileries du Congo. Depuis 10 ans. Quand j'ai été nommé président de cette société, du conseil d'administration, elle ne fonctionnait pas. Les sociétés étaient désuètes, un peu l'image de notre pays. Le personnel parfois était impayé pendant 3-4, pendant des mois. C'est l'image de notre pays, en miniature. Pendant 10 ans, nous avons renégocié l'annulation des dettes. Nous avons rétabli les principes d'un nouveau départ, c'est-à-dire renouveler les plantations, réapprovisionner, donc mettre à disposition les approvisionnements nécessaires pour faire fonctionner les machines, recréer une nouvelle approche dans laquelle nous disons ce que la société produit doit aussi aider à l'épanouissement de l'environnement. Et quel est le résultat après 10 ans? On produisait en 2009 3750 tonnes d'huile de palme par an. Nous avons produit à la fin de l'exercice social 2022 60 000 tonnes. Et avec ces résultats, vous pensez que déjà les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise sentent l'impact de cette amélioration par rapport à la gestion? L'impact est immédiat. Les services médicaux travaillent complètement correctement. C'est un miracle qui s'est passé là-bas après 10 ans. Mais quand vous comparez, maintenant, PAC est devenu, c'est l'ancien PLZ démembré, donc l'ancien PLZ, qui est devenu PAC, est devenu le premier producteur d'huile de palme au Congo. Pourquoi le Congo ne va pas devenir le premier pays en Afrique qui va exporter la démocratie dans ses pratiques, qui va exporter la bonne gouvernance là où on en a encore besoin? Je voudrais m'employer à cela. Oui, mais concrètement, quand vous parlez par exemple de coulage de recettes, on sait qu'on évoque cette question depuis plus de 10 ans, depuis plusieurs années. Est-ce que c'est par coup de baguette magique que vous allez y parvenir? Qu'est-ce que vous faites par exemple? Est-ce que vous informatisez le système? Est-ce que vous punissez les détourneurs? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Première chose, faire fonctionner l'état de droit. C'est-à-dire
utiliser la justice comme il se Oui. devrait. Dans un état de droit, il y a des lois qui doivent être édictées, d'abord pour l'intérêt de la nation, parce que si une loi est édictée en dehors de l'intérêt de la nation, cette loi, pour moi, ne doit être changée ou en tout cas annulée. Donc, État démocratique, État social, basé sur le fonctionnement optimal de l'économie, et puis l'État de droit, pour veiller à ce que ceux qui sont des contrefacteurs soient punis des servitudes. C'est écrit à l'époque. Hein. Faire appliquer la loi. Ah oui, faire appliquer la loi. Ouais, c'est qu'on reproche souvent à la classe politique congolaise, aux dirigeants, n'est-ce pas, de ces pays, c'est le fait qu'il y a une grande différence entre les dires, la déclaration, n'est-ce pas, qui est souvent faite, et ce qui est fait sur le terrain. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais a perdu confiance à ses responsables politiques. Et je voudrais rétablir cette confiance-là. En tant que défenseur de la majorité, n'est-ce pas, primaire, qui maintenant est tout à fait abandonnée à elle-même. Voilà. Et que j'appelle majorité silencieuse. Ok. S'il faut prendre l'aspect sanitaire, c'est un pays, c'est vrai que quand on parle de la RDC, on voit toutes ces guerres, mais aussi toutes ces épidémies qui sont souvent déclarées. Actuellement, on parle de l'épidémie de choléra dans les Nord Kivu. Il y a cette variole des singes, les paludisme. Il y a beaucoup de maladies dans ces pays. Et l'actuel gouvernement a mis en place ce qu'on a appelé couverture santé publique, qui est encore à son début. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore, n'est-ce pas, ce processus n'a pas encore produit des fruits escomptés. Et quelle place, si vous êtes élu aujourd'hui, vont occuper les questions de santé dans votre politique, dans votre gouvernement? Voilà, moi j'ai une approche qui veut qu'il faut d'abord privilégier la prévention. Nous devons mettre les moyens qu'il faut pour prévenir. Car les gens disent parfois, il vaut mieux prévenir que guérir. L'argent dépensé dans la prévention va réduire considérablement le coût des soins effectifs. Et comment on prévient toutes ces épidémies, toutes ces maladies? Mais la santé publique, au temps colonial, comment ça marchait? Au temps colonial, on pulvérisait, n'est-ce pas, tout ce qui pouvait faire disparaître les moustiques. On n'attendait pas que les moustiques viennent pour mettre n'est-ce pas, des solutions locales en termes de... On distribue parfois ici à Kinshasa comment on appelle des moustiquaires. Des moustiquaires, on les distribue. Insecticides. Au lieu de distribuer les moustiquaires, moi je préfère prévenir. Mettre l'argent qu'il faut pour prévenir. Faire disparaître toutes les sources, des eaux stagnantes, etc., qui remplissent la ville ici. Est-ce que vous pensez que c'est l'argent pour prévenir toutes ces maladies-là qui manque? On sait qu'il y a beaucoup de programmes dans ces pays. L'argent ne manque pas. On ne sait pas les citer, et pour lesquels on dépense beaucoup d'argent, mais on ne voit pas les résultats sur le terrain. L'argent ne manque pas. Mais la question, c'est où va l'argent au lieu d'aller à l'endroit où il doit aller? Coulage. Donc vous allez rectifier les tirs. Écoutez, je peux dire que sans exagérer, que je suis, pour notre pays, la lumière qui vient éclairer l'obscurité. Maman Jocelyne. Dernière question, Monsieur Boussé-Falaï. Comment justement se présente votre projet de société en ce qui concerne l'éducation des jeunes, l'enseignement de base et universitaire, parce que c'est quand même un secteur clé pour le développement du pays. Sans éducation, nous n'avons pas une jeunesse qui sera responsable. Sans cette responsabilité, nous perdons dans l'avenir du pays. Parce que la jeunesse, c'est elle qui va être responsable de la direction du pays demain. Bon, mais vous devez savoir qu'il ne faut pas taper à côté quand on parle de la jeunesse et de l'éducation depuis l'école primaire, secondaire, universitaire ou technique. Il ne faut pas qu'on se trompe pour des raisons sentimentales. Il y a une évolution normale de l'être humain. Il naît enfant, il devient adolescent, et puis il devient adulte, et puis il devient ancien. L'enfant a besoin de sa mère tous les jours.
Il ne faut pas que notre pays ait besoin tous les jours de l'assistance technique. Non. L'enfant grandit et devient adolescent. Il ne faut pas que notre pays continue, comme un adolescent, à croire qu'il a compris, alors qu'il n'a pas compris. Il ne faut pas que l'adulte qui est au stade de essai-erreur, parce qu'il vient de l'adolescence, il a appris, il essaye, il y a des erreurs qu'il faut corriger. Non, il faut qu'on passe à l'état de ancien qui a été adolescent, qui en a payé le prix. Je crois que la maman ici peut nous parler mieux de ça. Parce qu'elle sait que dans certaines familles, les jeunes filles, malgré les conseils qu'on leur donne, non, elle est adolescente, c'est une crise, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme qu'elle ne connaît même pas, elle va attraper la grossesse là-bas, et puis après, les peaux sont cassées. Et quelle est votre appréciation? Laissez-moi terminer, c'est important ici. Allez-y. C'est important. Alors, c'est la raison pour laquelle vous trouvez au Parlement des sénateurs, qui sont des personnes de l'âge, disons, j'appelle ça des anciens, des sénateurs. Vous trouvez au Parlement des députés nationaux, parfois un peu bouillants. Moi, quand j'étais sénateur pendant la transition, quand il était question de discuter sur la loi sur la décentralisation, j'avais donné mon point de vue clairement en disant, écoutez, et même le Sénat était de ce point de vue-là, il ne fallait pas précipiter la décentralisation, qui était justifiée, parce qu'il fallait ramener à la base les décisions économiques qui ça était un peu trop éloigné. Mais il fallait préparer ça soigneusement. Mais aujourd'hui, la décentralisation a pris une tournure des petits rois télé qui, dans les provinces, veulent faire la loi. Et qui pensent que maintenant, les provinces n'ont plus besoin des autres citoyens, des Congolais, qui ont les mêmes droits qu'eux, ils doivent partir chez eux. Il y a cette tendance-là. Et voilà, moi j'allais vous poser la question de savoir, parce qu'on parle de l'éducation, comment vous appréciez ces processus de gratuité de l'enseignement primaire tel qu'il est appliqué aujourd'hui? Mais ça fait partie de la vision d'un État social. La gratuité. Mais l'argent nécessaire pour garantir... Mais la gratuité, mais il faut payer les professeurs, il faut entretenir tous les systèmes. Donc il faut de l'argent. Pas seulement à court terme, mais à moyen, à long terme. La gratuité fait partie de la responsabilité sociale de l'État social. Mais qu'est-il arrivé? Il y a eu des réductions de cette assistance extérieure par rapport à la gratuité qui a fait hésiter un peu les bailleurs de fonds, vous le savez. Vous le savez. C'est arrivé. Ça ne peut plus être accepté. Parce que quand un homme politique inconscient détourne l'argent qui va servir à la gratuité de l'enseignement et qui fait bloquer un peu les processus pendant un temps, quand je vois nos enfants, des jeunes filles, se promener avec des assiettes en train de vendre des beignets pour subvenir tant que ce soit possible leur propre famille, celui qui a pris cet argent est responsable. Il est responsable d'un mort dans un hôpital qui n'a pas reçu son traitement médical parce que quelqu'un a détourné. Ça, mes chers amis, je vais mettre fin à cela. Oui, nous sommes à la fin de l'émission, mais oui. Juste un petit mot par rapport à Mzee Laurent Désiré Kabila, avec qui vous avez collaboré pendant longtemps. Juste un petit mot. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? On est à la fin de l'émission. Mzee Laurent Désiré Kabila a été le lieutenant de Patrice Lumumba. Il était son lieutenant. Et moi, je suis le lieutenant de Mzee Laurent Désiré Kabila. Pour les aspects positifs qu'il n'a pas finalisés, j'en prends juste un. Il a voulu que dans notre pays, l'économie transforme les matières premières dans son niveau primaire en produits semi-finis dans son niveau de l'économie, ce n'est plus primaire, hein, en produits semi-finis et en produits finis jusqu'à mettre en place des bourses. Je prends un exemple. Vous produisez les cafés au Kivu. Mais vous les faites... Vous les transformez en produits semi-finis et finis à l'étranger. Mais
vous perdez des emplois à créer. Moi, je voudrais créer des emplois en imprimant à l'économie une nouvelle allure où on passe des matières premières aux produits finis. Au Congo, des produits finaux, semi-finaux, produits finis au Congo, c'est la création des emplois. C'est ça que les Congolais attendent. Merci beaucoup, Monsieur Georges Boussé-Falaï. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir accordé votre temps et bonne chance pour la présidentielle. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.